Bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur TTV et Watt FM. C'est la 4e audience de cette semaine et ça tombe bien. Nous parlons de justice et c'est la justice qui est au cœur de nos échanges d'aujourd'hui avec l'évocation de divers procès qui réconcilient enfin le passé et le présent. Nous avons pour cette audience un invité. Il s'appelle Joachim Vokouma, journaliste, directeur de publication de Cassetto.net. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour, chers confrères. Deux des juges du collège sont également en place pour porter leur regard sur cette actualité judiciaire au Burkina. Juge Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président, bonjour juge Bougma. Bonjour juge Vara. Bonjour auditeurs et téléspectateurs, bonjour Bougma. Bonjour Président, bonjour Madame, Monsieur, bonjour Monsieur Bougma. Bonjour à tous ceux qui nous suivent ou qui peuvent nous suivre depuis Solenzo. Bonjour à Gorgadji. Bonjour à toutes et à tous à nouveau. Bienvenue à cette 4e audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine. Je m'appelle Serge Mathias Tomodi, je préside ce tribunal et à présent, je convoque, comme vous le savez, les avant-propos des juges. Juge Geoffroy Vara, quel est votre dialogue intérieur de ce matin? Oui, merci Président. Mon avant-propos, c'est ce qu'on a tous vu, des démissions au sein du MPP et pas des moindres. Quand on regarde la liste qui est donnée, c'est vrai qu'on a plusieurs fichiers indifférents, en longueur même d'ailleurs et en composition de noms, mais toujours est-il que quand vous regardez, c'est une vraie saignée pour ce qui est de ce parti-là. Numéro 1, on a Alpha Bari, il y a Bachir Ismaël Ouedraogo, il y a beaucoup d'autres noms, et quand vous regardez, c'est pas seulement, on va dire, le problème générationnel ou quoi, on sent que ça a vraiment tangué de l'intérieur. Et ce qui a couvé pour moi depuis fort longtemps, alors qu'ils étaient encore au pouvoir, c'est ce qui est en train d'imploser aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui va rester de ce MPP lorsqu'on voit ce qui en sort, ceux qui en sortent? On se demande, est-ce que le parti n'est pas mort? Est-ce qu'il aura le temps de se réorganiser avec les consultations qui vont venir, électorales, et de quel temps il dispose? Le président du Faso, lui, l'ancien président, Roch Kaboré, je pense qu'il doit être rentré. Ils étaient en train d'entrevoir un grand rendez-vous. C'est sûr que c'était pour se mettre encore en ordre de bataille parce qu'il y a des défis qui viennent. Mais là, avec ces défections, je ne sais plus ce que pèse ce parti-là. Maintenant, la grande question aussi qu'on peut se poser derrière, c'est où vont-ils? Parce que quand on quitte quelque part, les hommes politiques, ils restent ce qu'ils sont, c'est donc la conquête du pouvoir par des jeux d'adhésion, d'alliance ou par après. Et quand on voit la façon organisée avec laquelle ils s'en vont, il faut bien regarder. C'est vrai qu'on a des premiers signes. Maintenant, il ne faut pas jouer les charlatans ici, mais on va regarder. Mais il y a, au fond aussi, c'est qu'il y a, et ça c'est ce par quoi je vais terminer, il y a quelqu'un qui est central, qui n'a pas fait vraiment l'unanimité au sein du MPP, ça doit être Alassane Bala Sakandé. Et peut-être que c'est cette cohabitation-là qui est devenue très difficile et ils sont partis. C'est dommage. C'est dommage, ils sont partis. C'était donc l'avant-propos du juge Geoffroy Vara. Juge Bernard Bougma, quel est votre avant-propos de ce matin? Bon, j'ai deux avant-propos. C'est vrai que c'est une liste qui circule avec en tête un démissionnaire qui porte le nom de porte-parole, l'ancien ministre des Affaires étrangères Alpha Bari, qui a été élu député, mais qui n'a pas siégé compte tenu de ses charges ministérielles. C'est aussi une liste truffée d'anciens ministres et d'anciens députés également, d'anciens élus locaux qui sont sur cette liste-là. Donc du bureau exécutif national comme du bureau politique national, naturellement, aussi avec certains militants de l'ombre qui vont surgir d'ici là. Donc je pense que c'est une dernière estocade qui a été donnée au MPP après le premier coup d'Abdoulaye Mossé et de ses camarades. Et ce dernier coup est un autre coup dur. Donc quand on regarde aussi les profils et on fait les rapprochements avec les 3 têtes fondatrices du MPP, naturellement, il y a une large majorité également qui se dégage autour d'un homme. Il y a des bras de Simon Compaoré également qui sont sur cette liste. Pour preuve, Bruno Dipama qui a été son directeur de cabinet pendant la campagne, qui a d'abord officié sous Salifou Diallo pendant la campagne et ensuite
ensuite à l'Assemblée nationale et qui se retrouve également sur cette liste, alors qu'il avait été aussi directeur du cabinet de Simon Compaoré pendant cette campagne-là. En plus d'autres jeunes cadres qui sont techniquement compétents, mais qui sont des jeunes loups aux dents bien longues dans le domaine de la politique burkinabé qui sont sur cette liste. Il nous a été dit que, et d'ailleurs ce n'est pas la définitive, on attendra la dernière version avec les autres noms pour en savoir davantage, parce qu'il y a des noms qu'on a entendus au départ qui ne figurent pas. Donc quand on regarde les liens aussi avec ceux qui sont sur le terrain, j'ai dit bien ça, une dernière estocade pour le MPP, qui naturellement va certainement se réorganiser avec le restant. Comme le dit la Bible, le restant des enfants d'Israël, on dit quand il y a des moments d'exode, il y a quand même toujours un reste, quoi. Voilà, donc c'était mon avant-propos pour corroborer ce que Geoffroy a dit. Mais le deuxième avant-propos, voilà, on a vu l'université Jean Moulin, Paris, qui, par rapport au titre de docteur honoris causa de Blaise Compaoré, Lyon, qui veut retirer cette liste de docteurs honoris causa à l'ancien président Blaise Compaoré. Il y en a qui sont offusqués, qui sont indignés et étonnés. Ce sont ces personnes-là qui m'étonnent. Ces gens ont bien joué leur coup au moment où Blaise Compaoré était très fort, il était au pouvoir, il jouissait de tout ce qu'il avait comme privilège et tout. Donc ils ont profité, siphonné un monsieur, parce que ces choses-là aussi ont un coût. Donc l'université gagne en image et parfois en espèces sonnantes et trébuchantes, parce que c'est un chef d'État africain et en général ceux qui sont dans ces milieux-là vous disent comment ça se passe. Mais aujourd'hui, Blaise ne représente plus rien, c'est d'ailleurs encombrant pour leur université. Donc ce monsieur qui était propre hier, aujourd'hui ne l'est pas. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche quand on regarde que l'université ne savait pas sur Blaise Compaoré? Non. C'est ceux qui sont indignés que je ne comprends pas. Ces gens-là continuent de se jouer de nous à travers d'autres connexions, à travers d'autres phalanges. Et c'est une continuité de la France-Afrique. Vous êtes bon au moment où on a besoin de vous et après vous n'êtes plus bien. Sinon, j'ai dit, cette université, qu'est-ce que Blaise a fait comme au fait des guerres, qui n'est pas bien que l'université ne sache pas au moment où l'université lui décernait ce titre. En 2004. En 2004, l'université savait déjà. En 2004, nous étions, pour l'exemple de l'histoire seulement, nous étions en pleine crise ivoirienne qui a démarré en 2002. Le Burkina avait été sérieusement pointé du doigt. C'était suffisant pour cette université-là de savoir comment est-ce que Blaise est arrivé au pouvoir. J'ai dit, pour moi, c'est ceux qui sont étonnés qui m'étonnent. Oui, ceux qui sont étonnés. Oui, ils m'étonnent. Voilà. Donc, ils nous utilisent. À un moment donné, on n'a plus besoin de vous. Vous devenez même encombrant. Et puis, bon, ils vous retirent et puis passent à autre chose. Même la Légion d'honneur, ils ont retiré à certains avant même que les procès ne soient finis. Donc, bon, la réalité, c'est ça aussi, quoi. Donc, quel jeu nous jouons avec nos partenaires ou ceux qui disent qu'ils vont nous décorer, ils vont faire ci? Est-ce que réellement c'est de bonnes guerres ou bien ils ont besoin de nous ou de notre argent? C'est beaucoup plus là que les choses se jouent. Et Blaise Compaoré est d'ailleurs mieux placé pour le savoir. J'ai dit, c'est ceux qui sont étonnés, qui jouent à l'indigné, qui m'étonnent. Alors, nous avons eu les avant-propos des juges de ce tribunal. C'est une séquence, vous le savez, sur Truy TV et Watt FM. Vous savez également que nos échanges, lors de nos échanges ici, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Nous avons un invité pour cette audience, il s'appelle Joachim Vokouma. Il est journaliste, directeur de publication de Cassetto.net. Comme c'est un confrère, je vais lui demander s'il a peut-être un regard à porter sur l'actualité, la dernière actualité du moment. L'actualité, merci beaucoup. L'actualité chaude, c'est les démissions au MPP que les mouvement du peuple pour le progrès ont évoqué. C'est vrai qu'on avait des rumeurs, on savait qu'il y avait des remous à l'intérieur du MPP et que l'ex-président devait même rencontrer une équipe, les frondeurs, le dimanche passé. Maintenant, c'était pour les rassurer ou du moins les dissuader du parti. Mais apparemment, il n'a pas réussi à les retenir. Donc, là, comme disait Bernard tout à l'heure, il y a eu une première saignée, une première partie, un premier départ avec Mossé, mais ce n'était pas aussi un coup aussi rude que cette fois-ci. Si ça se confirme effectivement avec une liste qui pourrait être allongée, là, on pourrait dire que ça risque d'être un peu difficile pour le MPP pour rebondir. Maintenant, il faudra faire le point après pour voir qui reste, et qui pèse-t-il, que pèse-t-il, et dans les différentes régions, chacun sa base pour voir qui est resté et quelle dynamique
peut-être l'ex-président peut redonner à ce parti-là pour les prochaines élections. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui au MPP ce qu'il était arrivé hier au CDP, au Congrès pour la démocratie et le progrès? Bon, la différence c'est que quand les 75 du MPP sont partis, la différence c'est que le CDP était encore au pouvoir. Et que Blaise Compaoré était au pouvoir, il y avait une majorité qui était toujours au pouvoir. Donc il y avait une sorte de courage, on peut dire les choses comme ça, à quitter un parti qui est au pouvoir, affronter Blaise Compaoré qui n'était pas le tout puissant encore, mais ce n'était plus le tout puissant, mais il était encore là. Alors que là, bon, le parti a perdu le pouvoir. Comme si on tire sur une ambulance? Bon, malheureusement, dans nos cités, sous nos tropiques, c'est comme ça qu'il faut voir la politique. Une fois que le parti n'est pas au pouvoir, les gens vont chercher ailleurs. Bon, ailleurs, j'ai vu, quand un parti perd le pouvoir, ils se réorganisent, ils tirent les leçons de leur échec pour proposer une nouvelle offre aux électeurs. Bon, c'est très rare de voir ça en Afrique, et c'est dommage. C'est rare de voir ça en Afrique. En effet, nous rentrons de plein pied dans notre audience de ce jour, une audience d'ailleurs judiciaire qui est consacrée à l'actualité judiciaire au Burkina. Le verdict est tombé la nuit dernière, donc sur le procès de l'assassinat en mai 1990 de Boukari Dabo. Il était alors étudiant en 7e année de médecine, en 7e année de médecine. Le procès donc n'a pas traîné, les faits étaient gravissimes, ils sont vieux de plus de 32 ans à l'arrivée. Eh bien, Gilbert Diendéré écope de 20 ans de prison ferme et d'1 million de francs CFA d'amende. Mamadou Bamba, 10 ans de prison ferme, 1 million de francs CFA d'amende. Et Magloire Youkbaré, fugitif, 30 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende avec mandat d'arrêt. La famille et les ayants droit de Boukari Dabo réclament quant à eux un franc symbolique au coupable. Juge Vara, voilà le verdict de ce procès. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quel regard portez-vous sur cette affaire? Bon, le regard déjà, c'est que pour moi la leçon, c'est que fort aujourd'hui, et peut-être que demain ça ne sera pas le cas. Donc faites attention à ce que vous posez comme acte aujourd'hui, parce que il y a un autre nom de Dieu, c'est le temps. Vous aurez à répondre des actes que vous posez et vos responsabilités seront situées, fixées et vous allez payer pour ça. C'est ce que moi je retiens. Qui, il y a 20 ans, pourrait penser que certaines personnes auraient pu être inquiétées? C'était compliqué de voir cela comme ça. Et puis n'oublions pas aussi que quand on regarde pour l'affaire d'Abou Boukari, c'est quelqu'un qui se fait arrêter pas seul, avec d'autres jeunes étudiants, et puis bon, qui disparaît. C'est-à-dire, il a disparu parce qu'on a choisi d'aller l'enterrer quelque part sans informer sa famille, ses amis, alors qu'il y a eu des témoins qu'on n'a plus le soin, pour ceux qui ont vu les choses, de les ramener quelque part, faire des mois, et puis au sorti, leur dire, choisissez, vous rentrez dans l'armée, ou bien vous continuez à l'université, mais vous la fermez. Et même regardez, notre justice, il faut attendre peut-être 7 ans après, c'est-à-dire que je pense en 97, pour que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une décision, comme pour dire, bon, le gars il a disparu, il y a un problème. Donc vous voyez un peu dans quoi on est. Et derrière, je ne sais pas, mais ce genre de procès nous donne aussi quelques éléments d'analyse pour ceux qui ne sont pas dans le dur, dans comment est-ce qu'on gérait les choses dans ce moment-là, mais qui regardaient les choses de loin, pour avoir un soupçon de comment est-ce qu'on posait des actes graves. Et quand il y a des éléments de témoignage, quand vous les avez, vous vous dites, oula, comment est-ce que ça peut arriver? Et donc, bon, c'est tout ça. Maintenant, à la fin, vous avez les verdicts qui tombent. Maintenant, c'est toujours dommage. Ça fait toujours un peu mal pour les familles parce que, quand vous regardez, en temps, il y en a qui sont morts. Entre-temps, ceux qui ont été les tortionnaires, vous vous dites, mais ceux-là, si on avait pu le mettre le grappin là-dessus, s'ils payaient, ça allait faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on est plutôt les complices de l'arrestation illégale et tout, séquestration. On est un peu dans ça. C'est-à-dire ceux qui auraient donné des ordres, qui ont donné des ordres, ceux qui sont allés faire des arrestations, qui les ont amenés, ceux qui ont désigné qu'il fallait arrêter. Pour les familles, quand vous regardez, je ne dirais pas que c'est périphérique,
numérique. Mais vous avez envie, pour faire le deuil, de voir qui a fait quoi et quand. Maintenant, bon, c'est aussi l'histoire. Il y a ceux qui sont déjà partis, et quand vous regardez souvent aussi dans les témoignages, chacun tente de charger celui qui est déjà mort. Bon, c'est tout ça. Mais je pense que la grande leçon, même pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il faut qu'ils comprennent, fort aujourd'hui, mais pas fort toujours. Arriverait un moment où vous allez avoir à répondre des actes que vous posez, des décisions que vous prenez. Même si ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, le jour viendra où vous allez payer. Vous allez vous asseoir sur un petit banc et puis vous allez vous dire, oula, c'était moi qui étais si fort et c'est moi qui aujourd'hui suis allé sur ce banc. Il faut que les gens retiennent ça. Le temps guérit tout, dit-on. On réconcilie le passé et le présent. On a pu tenir ce procès plus de 32 ans après. C'est aussi peut-être une victoire de la justice, Bernard Bogma, juge Bernard. Effectivement, ce n'est pas seulement une victoire de la justice, c'est aussi une victoire de toutes ces forces et de toutes ces personnalités qui se sont engagées pour la manifestation de la vérité, pour que enfin Dabo Boukari puisse bénéficier d'une justice, pour que sa famille puisse savoir ce qui s'est passé et faire le deuil et tout ce qui va avec, parce que ça n'était jamais arrivé. Pour savoir où est-ce qu'il a été enterré, il a fallu attendre 2017. De 1990 à 2017 pour que la famille sache que c'est pratiquement à Pau qu'il a été enterré. C'était déjà un pas. Et donc, c'est la victoire également, je dis bien, de toutes ces personnes de bonne foi et de bonne volonté qui se sont engagées pour qu'il n'y ait jamais ça. Parce que ça a aussi une valeur pédagogique. Ça a une valeur pédagogique, d'autant que nous sommes dans une situation trouble actuellement, dans une transition avec des menaces de liberté, des menaces sur la confiscation des libertés d'expression et de manifester, avec également des jeunes qui se sont constitués en bras armés, entre griffes. Je dis entre griffes parce qu'on n'a pas la certitude que c'est des bras armés du régime, peut-être qu'ils agissent en mode solo, pour casser du manifestant. On l'a vu avec Yéli Monique Kam, on l'a vu au lancement du Front Patriotique le 4 août, on l'a vu tout dernièrement lors de la manifestation du ballet citoyen au niveau devant la BCLCC, où des jeunes se sont constitués pour aller casser du manifestant parce que il ne faudrait pas arriver là. En son temps, j'avais dit il y avait deux choses. Ou ceux qui sont au pouvoir les ont envoyés, ou ça les arrange réellement. Mais bon, la justice en est saisie. 4 ont été mis aux arrêts. On attendait également l'instruction avec toute la célérité requise parce que les autres sont allés également avec une bonne célérité devant la justice. Pour Kamao, c'est le 23. Pour Yéli Monikam également. Donc pour ceux-là également, on attend peut-être qu'on aura la même célérité de jugement. Oui. Ouais, surtout que quand ils ont arrêté, certains de leurs camarades ne sont pas contents et l'ont fait savoir qu'ils ont défendu les autorités. Il n'est pas question que ces messieurs-là puissent croupir en prison. Ils ont oublié le cas Raouf Bahiré qui a traité le procureur avec des propos que je ne vais pas reprendre ici, mais qui en a fait les frais avec ses camarades au niveau de la MACO. Donc je pense qu'il y a cet aspect pédagogique-là. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce passé puisse nourrir le présent, pour qu'on puisse tirer leçon de ce passé lugubre de Burkina qui nous rattrape et qui a contribué également à durcir le ton. Donc entre le campus et les autorités, ça n'a jamais été le parfait amour compte tenu de ce boulet. C'était devenu un des boulets que le régime Blaise Compaoré a traîné et ça continue. Donc, qu'il a légué à la postérité, oui. Enfin, plus à la postérité maintenant. Chaque 19 mai 90, chaque 19 mai à l'université, c'est des manifestations. Il y a sa place là-bas. Donc la réalité, elle est là implacable. Est-ce que les jeunes qui suivent les politiques, qui suivent les militaires, tirent leçon de ces choses-là? Juge Vahal a dit, c'est un passé qui rattrape. Est-ce que ces leçons seront suffisamment tirées? Parce que j'entends des gens qui disent non, le passé, il faut laisser le passé au passé, c'est des vieilles choses qui sont passées. Oui, vous avez parfaitement raison. Parce que quand vous vous rendez compte qu'un de vos proches disparaît un matin et que c'est plus de 30 ans après qu'on vous dise qu'il est enterré dans un endroit, si vous n'êtes pas fort dans l'âme, ce n'est pas évident d'accorder un pardon. Ouais. Donc vous ne savez même pas où il est enterré. Ouais. Vous découvrez, vous vous rendez compte que c'est très loin. Et les conditions de sa disparition n'avaient pas été données. Donc, il n'y a que qu'on demande la vérité, mais je pense que c'est le mode également du procès qui devait contribuer à rassurer les uns et les autres. Est-ce que
on n'avait pas besoin pour ces dossiers au Burkina, parce qu'il y en a beaucoup, d'un tribunal spécial. Avec un tribunal spécial pour évacuer ces choses-là, avec un contenu qui permette de laguer un certain nombre de choses, de dire la vérité pour qu'on sache la vérité. Parce que quand c'est devant le droit positif, où chacun peut se démerder pour se défendre, y compris jusqu'à mentir sans qu'on ne vous attrape pour vous en sortir, c'est pas évident que certains pans de cette vérité puissent sortir. Mais déjà, c'est un bon pas de gagner, parce que c'est un dossier qui est en train d'être rangé et qui est en train de quitter le lot des vieux dossiers du Burkina. Un dossier emblématique qui est en train d'être rangé. Un des temps forts de ce procès, c'est donc les propos de l'avocat de Gilbert Diendéré, maître Latif Dabo, qui affirme que, je cite, « La vérité ne saurait triompher de l'éloquence et de la vengeance. Au lieu qu'on prouve qu'on l'a fait, on nous demande de prouver qu'on ne l'a pas fait. Aucune preuve n'a été apportée devant la cour que Gilbert Diendéré savait que ces éléments allaient arrêter des étudiants pour les bastonner. Non, mon client ne le savait pas. » Ainsi, par là, maître Latif Dabo, même malgré cela, Gilbert Diendéré a été donc condamné. Comment appréciez-vous donc le verdict de ce procès avec ces peines qui ont été prononcées au bout de la nuit? Joachim Vokuma. Écoutez, je trouve que c'est une très bonne chose, un verdict qui me paraît tout à fait correct. Vu la gravité des faits, sur certains accusés, le juge n'a pas suivi les réquisitions du parquet. Oui, parce que on avait requis moins pour certains. Non, pour Magloire Victor Yougoubaré, il avait requis la perpétuité. Oui, c'est ça. Voilà. Mais là, il est copte de 30 ans. Voilà, il est de 30 ans. Avec un mandat d'arrêt à la clé. Ah oui, évidemment. Mais en fait, quand on écoute les témoignages, toutes les tortures qui ont été infligées, et qu'on se remet dans le contexte de l'époque, on comprend ce qui s'est passé. Je rappelle juste, c'est pas pour justifier, je rappelle juste ce qui s'est passé à l'époque. Ouais, très bien. Blaise Compaoré prend le pouvoir en 87, dans le sang, tout le monde sait ça. Et des gens lui donnent, ça crée un tollé général, mondial. Moi, j'ai failli prendre une gifle quand je suis arrivé à Reims pour faire mes études. Une étudiante camerounaise a failli me gifler parce que quand je lui ai dit que j'étais du Burkina Faso. Donc, c'est pour vous dire que... la réprobation était presque universelle. Absolument. Et puis, les gens disent, de toute façon, ce pouvoir-là ne doit pas durer. C'est en lui ont donné une semaine. Et sur l'université, c'était vraiment le lieu d'affrontement entre les groupuscules qui ont animé la révolution, l'ULCR, l'ULC, le GCB, puis l'ANEB, puis le PCRV. Donc c'était vraiment le champ de bataille politique et idéologique. Et vous avez suivi, en 89, il y a eu le procès et puis l'exécution de Henri Zongo et de Boukari Lengani. Et tout ça, Blaise Compaoré n'avait pas encore le sentiment que son pouvoir était stabilisé. Donc, tout ce qui s'est passé à l'université, c'était un peu, si vous voulez, c'était le champ politique qui se déportait à l'université. Donc, la brutalité avec laquelle ces manifestations étaient réprimées, ça montre qu'à l'époque encore, il y avait une frilosité au sein du pouvoir et qu'il fallait mater toute rébellion ou toute tentative de rébellion. D'où ces violences inouïes qui ont été commises contre des étudiants. Et quand on lit ce qui est arrivé à Dabo Boukari, qui n'était même pas dans le bureau de l'ANEB, et qui a été torturé jusqu'à ce qu'il perde la vie, mais ça montre la cruauté avec laquelle, en tout cas, comment dire, le pouvoir en place tenait absolument à garder son pouvoir et à dissuader toute personne qui voudrait le remettre en cause. Donc ça c'est le contexte. C'est vrai que 32 ans après, quand on fait le recul, avec le recul, on regarde ce qui s'est passé, ça crée toujours l'horreur. Mais dans le contexte, c'était des faits qui étaient, je ne disais pas compréhensibles, mais on savait bien que c'était des méthodes que le pouvoir utilisait pour conforter son assise, d'autant que sa base sociale n'était pas encore large. C'est vrai qu'il y avait l'ouverture de fonds populaires avec des gens qui sont rentrés comme les Herman Yamouro, mais il y avait encore une instabilité. Donc ça explique cette brutalité-là, sans pour autant justifier ces cruautés-là.
Une cruauté qu'on essaye d'évacuer aujourd'hui en réconciliant le passé avec le présent. Il y a eu beaucoup d'émotions au cours de ce procès. L'un des avocats a même versé des larmes en disant que, je cite, si Dabo Boukari avait eu 1 an de plus, il aurait aujourd'hui un enfant de 32 ans devant qui je plaiderais. Il a été victime de gens qui se croyaient supérieurs, qui estimaient avoir le pouvoir de vie et de mort sur leurs concitoyens. C'était maître Prosper Farama en larmes donc dans sa plaidoirie le 21 septembre dans le procès. Le moins qu'on puisse dire donc, ce qu'il y avait aussi de la tristesse, de la compassion à l'évocation de ces graves événements. Et notre invité vient ici justement de nous rappeler le contexte. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On peut être fort aujourd'hui, mais il faut savoir que demain, on peut devenir faible. Oui, c'est clair, c'est la première leçon qu'on tire. Maintenant, après, pour moi, derrière aussi, il y a d'autres questions. C'est vrai qu'on a Gilbert Diendéré, il y a Mamadou Bamba et celui qui a été aussi condamné par Contumace. Mais quand vous regardez, ça ne peut pas se limiter à ces 3. Il y a quelqu'un qu'on a réveillé pour lui dire qu'il y a un étudiant qui est mort. Est-ce que Diendéré n'a pas dit qu'il allait réveiller et informer le président? Donc, il y a eu un mensonge d'État, quelque chose d'orchestré et dont beaucoup se sont rendus coupables en se taisant. Ils savaient tous qu'il y avait un jeune qui était mort, torturé, et on a décidé d'enterrer le 20, on a fait partir le corps le 19, c'est arrivé le 20, et puis ils l'ont enterré. Ils savaient que les camarades le cherchaient, ils savaient que la famille se posait des questions. Pendant des années et des années, ils étaient assis. Et ils n'ont rien dit. Et ce silence coupable nous a conduit jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 32 ans aujourd'hui. Oui. Donc, je vais dire que ça, c'est grave. C'est-à-dire que quand dans les colonnes de la presse, on parle de l'affaire Dabo et tout, en ce moment-là, bon, ils regardaient, ils avaient toute l'histoire. Mais ils ne pipaient pas mot. C'est vrai que tout à l'heure, il rappelait un peu le contexte, se remettre un peu dedans, mais quand on voit des années après, quelquefois c'est à ne pas comprendre. C'est-à-dire que c'est un haut niveau, c'est-à-dire que tout le monde est mouillé jusqu'à quand même un haut niveau. Et bon, face à la douleur des familles, bon, on garde le secret parce que ça nous lie. Une manière je ne vois pas considérer cette douleur des familles. Ils n'ont pas considéré cette douleur des familles. Et je ne m'arrête pas aux 3 qu'on a condamnés aujourd'hui. Ouais. Ceux qui sont morts, ils sont partis. Mais je vais dire que quand on prend le cas de Blaise Compaoré avec sa lettre de demande de pardon à tout le monde, il faut comprendre qu'il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Mais il y a quelqu'un aussi qui, à chaque fois que, et c'est normal, hein, avec sa position et ce qu'il a été dans le renseignement burkinabé et tout, mais quand vous tirez un dossier, il y a son pied qui commence à parce qu'il est lié. Parce que c'est un personnage central. Diendéré, il faut que ce monsieur-là sorte des livres. Parce que pour raconter c'est une boîte noire. Certaines histoires qui se sont passées. C'est une vraie boîte noire. Maintenant, peut-être qu'il y a le militaire, il y a le devoir de, je ne sais pas moi, de rester quand même fidèle à quelqu'un et de ne pas tout trahir. Mais c'est quelqu'un qui sait tellement de choses aujourd'hui que vous regardez à chaque fois, il est au moins, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il est complice. Ouais. Dans le meilleur des cas, il est complice. Dans le meilleur des cas, il est complice, dit juge Vara, et juge Bougma dit que dans le meilleur des cas, il est quoi? Bon, parce qu'il y a le principe de responsabilité. Vous avez des hommes sous vos ordres ou sur vos ordres. Sur vos ordres, c'est quand vous envoyez, d'ailleurs, comme l'a dit Diendéré, mais sous vos ordres. Parce que le problème, c'est quoi? Vous êtes responsable. Il y a la responsabilité. Voilà. Même au terme, selon les dispositifs du Code civil et panoroïde, c'est la même chose. Donc, il y a vos responsabilités sur les agissements de vos hommes. Quand je prends le témoignage de l'ancien chef d'état-major, Louis Joanny Yaméogo, qui est aussi passé, mais il incrimine pratiquement Gilbert Diendéré, mais en même temps, c'est Blaise Compaoré. Puisqu'il dit que même la liste des éléments à sanctionner, quand il dépose, ça ne marche pas. Il dit qu'il avait rendez-vous avec Blaise, il arrive à un soldat, il lui dit d'ouvrir la portière, il dit il n'ouvre pas. Il dit nous avons tué un président, ce n'est pas un commandant qui va nous effrayer. C'est un élément qui lui a dit ça. L'autre aspect, pendant le procès du coup d'État de 2015,
Aziz Korogo avait dit sur les agissements de certains éléments qu'il n'arrivait pas à contrôler en tant que supérieur, il dit qu'il a rendu compte en vain. Certains prennent les véhicules des cadres, circulent avec, vous ne pouvez pas les faire déposer. Mais il a dit pour ne pas mettre en mal l'armée, il y a des choses que eux supérieurs ont subies qui ne va pas aller plus loin que ça. Donc il y avait en même temps le problème du contrôle des hommes, la capacité de contrôler ces hommes-là. Qui avait le pouvoir de contrôler ces hommes? Même Blaise Compaoré en son temps, ce n'était pas évident. Parce qu'il connaît ce que valent ces messieurs. Et comme il ne voulait pas perdre également son pouvoir, il ne voulait pas prendre de risques pour les courroucer. Sinon, quand on suit, selon les témoignages, que ce soit de Louis Joigny Yaméogo, que ce soit même de Gilbert Diendéré, on se rend compte que c'est les agissements de certains éléments entre griffes incontrôlés, qui n'en faisaient qu'à leur tête des Valères, excusez-moi, Gaspard Sommet et autres. Donc vous allez faire quoi? C'est vous assumer. Ouais. S'assumer aussi, c'est prendre le courage à deux mains. Donc, mais comme la peur de perdre le régime, la peur faisant, chacun a préféré fermer les yeux. Et quand vient le moment de sanctionner, qui de droit prend et range? Le Joanny Kouama, Yaméogo encore, il a rappelé l'incident avec Gaspard. Non, Otis, pardon. Il dit qu'il a soumis. Le chef de l'État dit non, il faut laisser ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a un pouvoir qui avait des leviers, mais qui ne contrôlait pas, qui agissait. Donc, c'est ça aussi, quand vous arrivez dans ces conditions-là au pouvoir, vous utilisez des hommes pour arriver dans ces conditions au pouvoir, et vous leur êtes redevable de votre fauteuil, vous êtes obligé de les ménager. C'est ça aussi la limite des régimes d'exception. C'est la porte ouverte à tous les abus. Donc, il y a des forts du moment qui ne rendent compte à personne et qui estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à qui que ce soit, même celui qui est sur le fauteuil. Donc, quand on arrive surtout parce qu'on a fait des choses en son nom. Exactement. Donc parfois même on le fait sans demander son avis. Exactement. Et puis c'est après coup on dit on a fait ça et lui il assume. Tout à fait. Donc quand vous avez un militaire au pouvoir qui a peur de perdre son pouvoir, là il se permet tous les coups. C'est pourquoi j'ai dit nous sommes dans une situation semblable. On est dans et donc voilà. Et il y a des risques que ça parte dans l'un ou dans l'autre sens. Je suis là pourquoi? Jusqu'à quel niveau je peux consolider qui doit faire quoi et qui ne doit pas faire quoi? Je pense que c'est beaucoup plus là. Mais à un moment donné, c'était très compliqué à l'époque. Alors oui, Joachim Vokouma, est-ce qu'on ne peut pas dire d'une certaine façon aussi que c'était une bonne action d'avoir pu tenir ce procès aujourd'hui dans le contexte sociopolitique où se trouve le Burkina aujourd'hui? On aurait pu penser que le régime en place aurait peut-être fait des blocages. Juge Bougma a fort justement évoqué tout à l'heure les situations de blocage ou de confiscation de liberté par rapport à certaines manifestations. On en reviendra sans doute. Alors, le contexte actuel, sociopolitique actuel, ce procès constitue-t-il une belle opportunité pour le pouvoir en place? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le contexte actuel n'est pas favorable à l'impunité. Je veux dire, il y a des faits aujourd'hui qui ne peuvent pas rester impunis parce que la pression est forte. Il y a 30 ans, ce fait-là aurait été mis sur la place publique très rapidement. Aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, à l'époque, personne ne savait ce qui s'est passé et c'était totalement le silence total sur cette affaire-là. Aujourd'hui, ça a changé. Et puis, vous savez, la justice aussi, c'est un rapport de force. Il est évident que ces procès n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu l'insurrection populaire. Ces procès n'auraient pas eu lieu si Blaise Compaoré, son gouvernement était toujours au pouvoir. C'est une évidence, comme l'affaire Thomas Sankara d'ailleurs. Et puis aussi, il faut ajouter qu'il y a eu la réforme sur l'indépendance de la justice en 2015 qui a donné plus de pouvoir aux juges. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre, beaucoup plus de liberté dans la gestion des dossiers, même si il ne faut pas se faire des illusions, il y a toujours une dimension éminemment politique dans le traitement des dossiers. Donc le contexte a beaucoup changé et aujourd'hui si on salue ces procès qui ont lieu avec des verdicts exemplaires comme ça, qui ont une vertu pédagogique comme il a dit, ça montre que progressivement on quitte l'état de nature et on va vers l'état de droit. Pour moi c'est un pas
vers l'état de droit. C'est pas encore, il reste encore du chemin à faire, mais c'est un pas vers l'état de droit, parce qu'aujourd'hui, on sait que tu commets une bêtise aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, tu vas répondre. Et ça a une vertu pédagogique, ça dissuade. Michel Foucault parle de le sens de la punition. C'est-à-dire quand on punit quelqu'un qui a violé la loi, on le punit parce qu'il a perturbé l'ordre social. Mais suffisamment pour qu'il prenne conscience du mal qu'il a commis, mais pas trop non plus pour pouvoir le récupérer et le réinsérer dans la société. Tout le débat autour de la réconciliation, de la paix sociale aujourd'hui, je pense que c'est tous ces procès-là, ce verdict-là va beaucoup contribuer, parce que je pense que cette famille-là aujourd'hui est mieux disposée à parler de réconciliation que par le passé. Surtout que cette famille ne demande qu'un franc symbolique. Ce qui est très louable, comme d'ailleurs la famille Sankara aussi avait demandé un franc symbolique. C'est ça le sens de la justice. C'est ça le sens de la justice, et vous faites bien de parler de ce procès. Thomas Sankara, on n'imaginait pas que ce procès aurait pu avoir lieu. Ce procès a eu lieu en avril dernier. On a connu un verdict 35 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. C'était le 15 octobre 1987. On a donc assisté à ce procès sur cette affaire emblématique. 25 années de procédure, 110 témoins, 6 mois de procès ont abouti finalement en avril dernier à la condamnation à la perpétuité pour les 3 principaux accusés, l'ancien président Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando, juge Vara. Oui, c'est pratiquement aussi la même chose. Maintenant, pour ce procès-là, celui Sankara, il y a cet arrière-goût un peu amer que le personnage central ne soit pas venu. Donc il y a une bonne part de vérité qu'on n'a pas eue. Et ça reste encore au travers de la gorge. Maintenant, il y a ce que la justice donne comme décision. Et puis, il y a une visite qui nous montre que la décision n'a pas valeur. En tout cas, dans son application. Pour ce qu'on a vu, du fait qu'il soit venu et qu'il soit reparti. Maintenant, je suis d'accord avec Vokuma. Il faut tout remettre dans et regarder dans un prisme. C'est qu'il y a toujours le politique qui, quelquefois, fait que les lignes ne sont pas droites. On s'est félicité pour beaucoup du verdict qui est tombé. Il y a beaucoup d'éléments aussi qu'on a eu à apprendre, parce que sur l'affaire Thomas Sankara, par exemple, contrairement à celle d'Abou Boukari, Thomas Sankara, on a eu tellement de témoignages au fil du temps qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient plus une surprise au fil des témoignages qu'on a eu. Maintenant, à la fin, on s'est dit, mais est-ce que le personnage central lui-même dira quelque chose, viendra? Bon, on sait relativement au rang que ça allait être compliqué, mais le dédain aussi qu'il y a eu pour la procédure, c'est ça qui a gêné un peu. Avec sur son avocat qui Olivier qui traitait notre processus de je ne sais pas quoi. Donc ça, même pour les familles, c'est difficile à encaisser. Oui. Voilà. Mais c'est une famille qui est restée quand même assez digne là-dessus. Bon, c'est toujours la même chose. Vous posez des actes, après vous allez en répondre. Maintenant, quand vous posez tout à l'heure la question de la réconciliation, le contenu des procès là nous montre qu'on ne peut pas se faire l'économie de raconter ce qui s'est passé, de faire la catharsis et dire que non, de go comme ça, les familles doivent accepter de pardonner. Écoutez ce qui s'est dit au procès de Dabo Boukari. Et on a reçu cet agneau, non, qu'on avait reçu voilà. Il y avait quelques jours, qui lui aussi est passé dans les mêmes geôles. C'est dit qu'on vous travaille. Non, vous parlez de Yogo. Voilà. On vous travaille au corps, et quand vous perdez connaissance, on va vous réanimer pour revenir vous torturer. Bon, quand vous avez vécu comme ça, vous avez vécu des choses comme ça, et qu'on vous dise non, laissez tomber, on va en parler. Non, au moins il faut en parler, il faut crever l'abcès. Oui. Je pense que c'est là où ces procès-là peuvent contribuer à ce que la dynamique de réconciliation qui est enclenchée et dans laquelle on veut partir ne souffre pas d'une certaine pusillanimité. Je crois que c'est ça aussi qui est important, qu'on se dise la vérité, que les uns et les autres sachent ce qui s'est vraiment passé, que celui qui est désigné comme bourreau ou quoi ne daigne pas reconnaître ou quoi, mais qu'il y ait des condamnations et tout ça aide à pouvoir faire le pas, ça aide à aller de l'avant. Mais il faut que ce se fasse
toujours dans un processus quand même de sincérité, qu'on n'est pas comme la dernière fois ce qui nous a été concocté et qui a donné comme l'impression que même les décisions et tout ce à quoi on a eu droit là, ça n'est que, voilà, c'est pas grand chose. Vous êtes condamné, mais vous pouvez venir parader dans Ouagadougou comme ça. Il ne faut pas minimiser les décisions de justice. Alors, dans l'une de ces dernières sorties, le président Roch Kaboré, l'ancien président Roch Kaboré, avait souhaité justement vider tous ces dossiers pendants. Est-ce qu'on est aujourd'hui sur cette voie pour mettre dans le panier tous les dossiers emblématiques de la République où il y a des problèmes de réconciliation, de crimes, de sang et tout ça, des dossiers qui ont perduré avec le procès Thomas Sankara qui a eu lieu, avec le procès du putsch qui a déjà eu lieu aussi, et du putsch de 2015, je veux dire, et maintenant avec le procès Boukari Dabo. Est-ce qu'on est en train, petit à petit, de mettre de l'ordre dans les affaires judiciaires de la République? Oui, on est en train de mettre de l'ordre petit à petit. C'est pourquoi je disais que j'aurais préféré un tribunal spécial pour ces dossiers-là, parce qu'ils sont nombreux. Il y a Thomas Sankara qui est là, il y a Dabo Boukari qui vient de boucler, il y a celui du putsch, mais il y a le procès de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Qu'on attend toujours. Oui, il y a le procès Norbert Zongo, et sans oublier les crimes économiques. Et il y a bien d'autres procès, les élèves de Garango et tout. Donc un autre dossier en lien avec l'affaire Norbert Zongo, c'est le petit Névier de Boussé. Donc il y a plein de dossiers de ce genre-là au niveau du Burkina Faso. Donc j'ai dit bien, par rapport à tourner la page, un tribunal spécial qui allait faire, c'est-à-dire que les acteurs s'accordaient sur un minimum de contenu spécial pour juger ces dossiers-là, pour permettre d'aller effectivement de l'avant. Donc il y a une autre formule sur la question, chacun y va de son commentaire. Il y en a qui disent justice transitionnelle de tel contenu, d'autres disent ça. Bon, bref, mais je pense qu'on devrait pouvoir les élaguer, et on doit d'ailleurs le faire pour l'histoire, pour que quand quelqu'un est au pouvoir, qu'il réfléchisse par 2 fois avant de donner des ordres, et que quelqu'un qui se lève un matin pour prendre le pouvoir par la force sache également qu'il y a d'autres implications après la prise du pouvoir. Donc, Damiba et ses camarades sont arrivés, ils ont pris le pouvoir, mais regardez comment la gestion s'opère, où des civils se sont également arrogés le droit d'intervenir comme ils l'entendent et dire: dans notre pays, on ne va plus jamais tolérer ça. Quelqu'un décrète un matin que lui, la marche de fer ne lui plaît plus. Donc on ne fera plus ça ici. Personne ne marchera encore ici. Ouais. Et en même temps, on lance des menaces à peine voilées à d'autres acteurs qui sont de la société civile, dans l'univers des médias, par rapport à vous dire: faites attention à vos propos, sinon vous allez voir. Ces menaces-là, il y en a qui les ont reçues. C'est ça. Oui, des gens ont reçu ces menaces-là. On leur dit: faites attention à ce que vous dites parce que ça ne va plus se passer comme avant. C'est des jeunes Burkinabés qui disent ça. Dabo Boukari, il y a 32 ans. Ceux qui profèrent cela ne dépassent même pas. Ça veut dire qu'il y en a qui profèrent ces menaces-là. Quand ils naissaient, Dabo Boukari venait de mourir. Ils n'ont pas vécu les années d'exception. Ils entendent parler. Donc ils ne savent pas réellement de quoi que ces choses retournent. Donc ils font une sorte de réplique. Voilà, une sorte de réplique. Et qui aujourd'hui s'arroge effectivement le droit de menacer des gens et même de bastonner des gens et de dire: ça ne va plus jamais se passer dans notre pays. Comme si ils avaient bénéficié d'un sceau de la République. Mais tout ça, c'est quoi? C'est lié au coup d'État, à la gestion du coup d'État, à la gestion des hommes qui disent qu'ils sont venus vous aider à réussir votre pouvoir. Est-ce que réellement ils veulent votre bien à un moment donné? Et s'ils ne veulent pas votre bien, qu'est-ce que vous faites? C'est de votre responsabilité historique qu'il s'agit. Donc, pour tirer conséquemment le son de tout ça, la justice fait son boulot. Maintenant, quelle forme de justice avons-nous besoin pour une vraie manifestation de la vérité? Parce que, j'ai dit, ces faits-là doivent nourrir le présent pour que cela puisse nous édifier dans l'avenir. Le Rwanda a su bien tirer des leçons compte tenu du choc qu'il a eu, qui est inimaginable, qui est plus grave que ce que nous avons vécu, parce que des milliers de personnes en une semaine, c'était très fort. Donc,
On n'a pas un tribunal spécial, on a préféré le faire dans le cadre, je dis bien, du droit positif, de continuer comme ce qu'il y a. Mais il faut reconnaître également que le président Kaboré a eu un courage à un moment donné de passer à une autre étape. Même si l'insurrection a été favorable, il faut reconnaître que l'insurrection populaire a été favorable. A été favorable à la mise en œuvre de toute cette mécanique. Et ils sont nombreux qui avaient dit que le dossier Thomas Sankara ne serait pas ouvert tant que Roch sera au pouvoir, parce que vous dites tant que Blaise Compaoré sera au pouvoir. Et même quand le président Kaboré est venu, il y en a qui ont dit, compte tenu des implications, il ne va pas avoir le courage de l'ouvrir. Des implications des acteurs, il n'aura pas l'occasion. Parce que s'il l'ouvre, c'est pas évident que lui-même s'en sorte, mais ça a été quand même un pas de gagner un autre pas. Donc il y a d'autres dossiers qui sont des boulets de notre République. Alors justement, sur ces dossiers qui sont des boulets de notre République et qui doivent profiter de cette situation judiciaire actuelle, il y a donc ce dossier en attente depuis plusieurs années, plusieurs décennies de Norbert Zongo. Il y a également, donc, on a évoqué un procès des membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Bon, de toute façon, comment est-ce qu'on ouvre la fenêtre maintenant, surtout pour Norbert Zongo? Bon, quand je dis surtout, toutes les victimes sont égales par ailleurs. Comment on fait pour que finalement on arrive progressivement à solder les comptes avec le passé? Bon, je pense qu'avec les procès Thomas Sankara, le procès du Putsch et puis ce procès qui vient d'avoir lieu, bon, on peut toujours espérer que le procès de Norbert Zongo va se tenir, je ne sais pas quand est-ce, mais ça aura lieu un jour, le plus proche possible, pour qu'on puisse effectivement solder le passé qui est très très douloureux et qui n'est pas favorable à une réconciliation nationale. Maintenant, pour la Haute Cour de justice, voilà, je crois qu'ils ont créé le bureau la dernière fois. Ils sont 9 membres, dont 6 députés. Oui, on attend de voir comment ils vont programmer les travaux de cette Haute Cour de justice-là, donc qui va reprendre le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré qui avait été suspendu parce qu'il y avait des dispositions qui étaient contraires à la Constitution. Donc il fallait corriger, en tout cas harmoniser le droit avec la loi fondamentale. Est-ce que ça va se passer dans un avenir proche? Il faut espérer, parce que c'est le sentiment que j'ai. Le pouvoir du président Damiba a manifestement la volonté de rouvrir ce dossier-là. Maintenant, avec toutes les conséquences que ce dossier-là va comporter, comme les autres dossiers d'ailleurs, puisque ce sont des dossiers, là il s'agit de dossiers vraiment très politiques liés à l'insurrection populaire, et à ceux qui ont joué un rôle fondamental dans la répression de l'insurrection populaire. C'est ça. Voilà, et c'est des gens qui sont encore, heureusement, il faut que ça évite, qui sont encore en vie, donc qui peuvent venir devant un tribunal pour apporter leur témoignage. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres ministres issus du gouvernement des gouvernements successifs de Roch Kaboré qui pourraient éventuellement être appelés aussi devant cette Cour de justice? C'est possible, puisque s'ils ont commis des actes répréhensibles, ils devraient en principe répondre. Mais ce que je voulais ajouter, il avait dit dès le début, la justice fait son travail. Je pense que c'est à saluer. C'est ça. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait des historiens aussi qui se mettent à l'œuvre, qui se mettent au travail, comme des témoins aussi se mettent au travail pour raconter ce qui s'est passé pour l'avenir. Au Congo démocratique, quand Mobutu est tombé, il y a un élément du service secret de Mobutu, qui s'appelle Honoré Ngwanda, qui a écrit un bouquin très passionnant. Et quand vous lisez, vous voyez de l'intérieur comment Mobutu gérait le pouvoir et réprimait l'opposition à son pouvoir. Et ça a permis quand même aussi aux Congolais de comprendre ce qui s'est passé et aux nouvelles générations et ceux qui vont diriger le pouvoir d'éviter des bavures parce que tôt ou tard, ça va se payer. Tôt ou tard, ça va se payer. Ce devoir de mémoire est utile, il est important, il est pédagogique et il doit pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays Jujvara. Oui, c'est pour ça, à un moment donné, j'ai dit, on a quelqu'un qui est un genre de boîte noire pour beaucoup de dossiers. Ouais. Ça allait être intéressant que ça soit partagé au coucher
un jour sur papier, parce que ça va enrichir. Ne soyons pas des témoins oublieux de notre propre histoire. Vous êtes là et après il n'y a rien, c'est pas possible. Mais n'oublions pas aussi quelque chose. Tout à l'heure, il disait que la justice elle est en train de faire son travail, c'est pour ça qu'on la félicite. Mais il y a des dossiers emblématiques qui font que, l'attention elle est cristallisée autour. Mais rappelons-nous que lorsque Zéphirin Diabré était dans sa dynamique de forum, il rappelait qu'il y avait quand même 145 dossiers de crimes de sang. Ça, c'est beaucoup. Donc, il y a des dossiers emblématiques, mais il y a beaucoup aussi qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, voilà, ouais, et ça, c'est très important. Tous les ruisseaux concourent à cette grosse rivière qui va nous amener vers une normalisation de la situation. Oui, juge moi. Oui, moi, en tout cas, j'espère que ce qui est en train de se passer va édifier le président. C'est très important, parce que ce sont des leçons et c'est des tares que nous avons traînées tout le temps dans le domaine de l'arme. Et ça a joué sur l'armée, ça a joué sur les politiques. Quand on regarde comment certains éléments dits incontrôlés en son temps agissaient, ça jouait quand même sur la division de notre armée, et le chef de l'État en a fait cas lors de son adresse à la nation. Je ne pense pas que même ceux qui sont au pouvoir ont davantage instruit ou inculqué à ceux qui les entourent que ces dérives-là, c'est cher payé pour un pays et aussi pour certains hommes qui peuvent être rattrapés 30 ans ou 40 ans après. Il s'agit de vies humaines. Je le dis parce que, j'ai dit bien, les menaces et les invectives continuent, des menaces à peine voilées continuent de planer, j'ai dit bien sûr, certains chroniqueurs. Le moi est haïssable. Je fais partie de ceux qui ont plus ou moins été menacés indirectement. Ça, par des éléments de ce régime. Bon, j'en parle pas. Mais je ne suis pas seul dans ce domaine-là. Donc, j'ai dit bien, est-ce que ça servait? Et ce n'est pas le seul dossier. Le Ashkroun, non, la commission de réconciliation nationale et des réformes, qui avait été installée sous la transition de Michel Kafando, lieutenant Ezida, entre 2014 et 2015, avait conclu qu'on a plus de 5000 dossiers contenus dans une corbeille. Plus de 5000. 5300. 5300. Et après, le Ashkroun a pris et de nouveaux dossiers sont arrivés. Quand Zéphirin Diabré a été nommé ministre, je connais des Burkinabés qui ne s'étaient jamais adressés à la commission qui a été mise en place sous la transition de Michel Kafando, qui se sont jamais présentés devant le Ashkroun pour dire ce qu'ils ont subi, mais qui sont allés dire à Diabré que pour la première fois, ils venaient dire à Diabré ce que des Burkinabés leur ont fait. J'en connais. Et donc ça a rallongé d'ailleurs la liste. Donc il faut pouvoir tirer le son de ces choses-là et passer de l'avant. Et ça c'est très important pour notre... Mais il y a des gens qui doivent écrire. Gilbert doit écrire, le Joanny Kouama doit écrire et beaucoup d'autres personnes doivent écrire sur notre histoire parce que ça va aider la jeune génération. Ça doit aider la jeune génération. C'est déjà la fin de cette audience du tribunal de l'actualité. Il faudrait également, en effet, à côté des dossiers emblématiques, penser à tous ces dossiers qui pullulent et qui polluent la dynamique de la réconciliation nationale au Burkina. La 4e audience de cette semaine avait tablé sur l'agenda judiciaire du Burkina. Il est assez lourd. On n'a pas fait tout le tour, mais on y reviendra sans doute. Merci à tous les deux. Merci à vous, juge Vara. Merci, c'était un plaisir. Merci, juge Bernard Bougma. Merci. On remercie notre invité Joachim Vokouma qui nous a apporté sa contribution dans ces échanges. Merci à l'équipe de rédaction, à l'équipe de réalisation menée aujourd'hui par Césaire Kafando à la télévision et à Julien Ouedraogo à la radio. Demain, c'est un autre jour. Un autre jour, nous serons encore là. Nous serons là pour vous entretenir sur les médias leaders Tru TV et Watt FM pour la dernière audience de cette semaine avec un maillet toujours aussi incisif, avec un maillet sans complaisance.